Revenez ici chez nous. L'armée française, sa présence là. Moi, je connais comment l'armée française opère. L'armée française, avec ses avions de reconnaissance, comme le Breguet Atlantique par exemple, quand il passe, il connaît la couleur de votre téléphone. Ces Breguets-là sont partis où? Cette armée française là est partie où? Pour que cette nébuleuse-là vienne hier surprendre nos gars, nos éléments de cette manière. Elle est où? Elle sert à quoi? Mais pourquoi elle ne peut pas observer Boko Haram? Pourquoi elle ne peut pas voir la progression de Boko Haram? Vous dites qu'elle en a donc les moyens. Elle a les moyens. Oui. Et encore, je vais vous poser peut-être une question. Vous connaissez le lac Tchad? Est-ce que vous connaissez le lac Tchad? Je vous pose une question. Vous connaissez le lac Tchad en tant que Tchadienne? Est-ce qu'il y a un port là-bas? Est-ce qu'il y a un port au lac Tchad? Où on peut transporter des matériels pour venir déposer au lac Tchad? Les matériels qui se retrouvent là, ça vient d'où? Ceux qui nous attaquent là, le matériel là, ça vient d'où? Donc ça vient donc en catimini selon vous? Mais justement, c'est des trucs parachutés. Parachutés par qui et par où? Et nous sommes partis. Dans quelle guerre contre un autre pays, ou bien par exemple contre le terrorisme maintenant, la France nous a aidés à fond et on a réussi? Il n'y en a pas. Donc pour vous, il n'y a aucune retombée? Retombée là, moi je ne vois pas, parce que ça dépend de chaque Tchadien. Chacun a sa façon de voir les choses. Il y a des Tchadiens qui pensent même que c'est la France qui les a conçus dans les ventres de leur mère. C'est inadmissible que le Tchad est un pays libre de droit, qu'un gouvernement étranger a une base militaire. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les Tchadiens, ainsi que la coopération entre le Tchad, militaire entre le Tchad et la France. Je pense que c'est inadmissible. C'est d'abord un bon acte, parce qu'on suppose que le Tchad est déjà un pays mature qui doit faire face à ses responsabilités. On n'a pas besoin de la France pour se développer en fait. Donc je suis d'avis pour ce consentement. Les amis, je m'en vais comme ça partager les réactions des Tchadiens avec vous. Vous savez, dans la précédente vidéo, je vous parlais de la rupture de ce partenariat, de cette coopération militaire avec la France. Le gouvernement tchadien a jugé bon d'arrêter, après plusieurs décennies, cette coopération-là. Et du coup, il devait avoir des réactions, ce qui est prévisible. Là, je vais partager avec vous la réaction de quelques Tchadiens. Il y a aussi un politologue, un ancien rebelle, et aussi le micro-trottoir pour pouvoir demander l'avis des différents citoyens de ce qu'ils pensent par rapport à cette rupture-là. Je vais vous laisser écouter. Beaucoup nous donnent leur avis, nous disent ce qu'ils pensent, que ce serait peut-être possible d'être la raison pour laquelle ils ont rompu le contrat. Beaucoup nous donnent les raisons pour lesquelles ils pensent que le gouvernement se serait basé dessus pour pouvoir rompre ce contrat-là. Je vous laisse en tout cas suivre. J'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires. À très bientôt les amis. Bon visionnage. Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française, a déclaré Abderrahmane Koulamala, ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement. Cet accord conclu il y a plusieurs décennies, révisé en 2019, encadre la présence de près de 1000 militaires français sur le sol tchadien. Toutefois, le gouvernement assure que les modalités de résiliation, notamment le délai de préavis, seront rigoureusement respectées. Dans sa déclaration, le ministre a précisé que cette décision ne remet pas en cause les relations historiques ni les liens d'amitié entre le Tchad et la France. Cependant, cette annonce inattendue pour de nombreux Tchadiens intervient au moment où le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, terminait une visite officielle à N'Djamena. Depuis plusieurs mois, le Tchad a intensifié ses relations avec d'autres partenaires internationaux, notamment la Hongrie et la Russie. La récente visite du président Mahamat Idriss Déby Itno à Moscou avait déjà alimenté les débats sur les alliances militaires du pays. Et sur le plan national, cette rupture pourrait également être une réponse aux revendications de certains acteurs de la société civile qui réclament depuis longtemps le départ des forces françaises du Tchad. Bien que les détails de cette résiliation restent à clarifier, cette décision marque un tournant majeur dans les relations franco-tchadiennes dans un contexte géopolitique en pleine évolution. Alors, docteur Yamingué, vous avez entendu, vous avez appris la nouvelle. Quelle est votre impression?
C'est une surprise hein, pour moi comme pour beaucoup de Tchadiens parce que le Tchad ne fait pas partie des pays qui étaient positionnés pour une rupture aussi brutale en matière de coopération militaire et sécuritaire avec la France. Au niveau de la sous-région, on savait déjà la position au niveau par exemple des pays comme le Burkina, comme le Mali, comme le Niger, qui étaient dans une fronde ouverte avec la France. Et on savait aussi qu'il y avait des positions plus ou moins connues, comme celle du Sénégal, par exemple, avec les nouvelles autorités qui étaient déjà réputées positionnées dans une orientation de rupture aussi avec la France. Mais le Tchad et un peu la Côte d'Ivoire aussi font partie des pays qui étaient partis pour peut-être une rupture, mais à long terme avec la France, et une rupture peut-être plus en douce, pas aussi brutale que celle qu'on vient de constater depuis quelques heures. Alors, une nouvelle qui est brusque et c'est une surprise. Quelle analyse peut-on faire? Alors, on a l'impression que les autorités tchadiennes ont pris une décision qu'elles devraient prendre, mais pas en ce moment. Cette décision s'appuie peut-être plus sur des éléments de contexte récents par rapport aux relations entre le Tchad et la France. Je m'explique. Il y a le rapport sur la présence militaire française rédigé par M. Jean-Marie Bockel, qui vient d'être transmis aux autorités françaises et qui orientera à échéance toute la coopération entre la France et les pays d'Afrique, notamment le Tchad. Alors quand on regarde le contenu de ce rapport et les recommandations formulées à la fin par M. Jean-Marie Bockel, c'est définitivement un rapport qui va vider la coopération militaire et sécuritaire avec le Tchad de toute sa quintessence. Donc on a l'impression que sur cette base, et je pense que... C'était voulu oui, puisque la France s'en va vider de son contenu la coopération, les dispositions de la coopération, alors le Tchad a semblé anticiper et l'a fait de façon brutale pour avoir des cartes à jouer dans la nouvelle redéfinition, comme le chef de la diplomatie l'a dit, dans la redéfinition de ce partenariat. Donc c'est après tout un accord qui allait tomber à l'eau, quitte à ce que chacun se positionne pour avoir des meilleures dispositions dans le prochain accord, peut-être, qui va être conclu entre les deux pays. Alors, docteur, rappelez-nous les termes de cet accord-là qui lie le Tchad et la France militairement. Alors, on parle beaucoup de cet accord. C'est un accord qui date de 1976 et qui a été actualisé en 2019. Et qui porte globalement sur la formation des militaires tchadiens, l'appui logistique, l'appui technique et récemment une contribution à la lutte contre le terrorisme, contre le djihadisme. Et en contrepartie, le Tchad accordait un toit à des soldats français, donc des bases militaires qui sont établies et à partir desquelles l'armée française ou l'État français pouvait s'organiser pour agir dans la sous-région. Donc c'était un accord déjà assez bancal parce que ça penchait plus du côté de la France que du côté du Tchad. Et dans cet accord-là, est-ce qu'il y a des clauses, sinon il y a des points qui stimulaient que le Tchad pouvait également intervenir et si la France était demandeur? Oui, c'était dans les deux sens, mais on sait tous que le Tchad n'a pas de... Je pense que c'est par politesse, c'est par pur principe que ces clauses existent. Le Tchad n'a pas les moyens de défendre la France. Par contre, le Tchad a la possibilité de défendre les intérêts de la France sur son territoire et de défendre les intérêts de la France, par exemple, dans la sous-région. Et c'est surtout sur cet aspect-là que cet aspect des clauses pouvait être interprété. Et quand on parle d'intérêts de la France au Tchad et dans la sous-région, à quoi fait-on allusion? Il y a d'abord des intérêts économiques. Des intérêts économiques. On a vu par exemple par moment, lorsque des manifestations, des mouvements d'humeur menaçaient par exemple des établissements commerciaux ou des symboles de la France, il y avait cette possibilité pour le Tchad et pour la France de façon consensuelle de réagir. Mais il y a aussi une question de conservation d'une emprise peut-être politique.
On a vu par exemple le cas de la Centrafrique, pas avec les dirigeants actuels, mais par le passé, où les effectifs ou bien les efforts, les actions étaient montées à partir du Tchad pour intervenir au nom de la France dans ces pays voisins-là. Donc c'est un peu de cette manière. Et puis, du point de vue politique, cette présence militaire de la France et cette coopération en matière de défense et de sécurité permettait, et ça c'était devenu de notoriété publique, de maintenir à la tête du Tchad, mais à la tête aussi des pays de la sous-région, des pouvoirs qui étaient plus favorables à la France que des pouvoirs qui auraient pu être moins favorables. On a vu par exemple en 2008, lorsqu'une colonne de rebelles menaçait de faire tomber le pouvoir en N'Djamena, l'armée française, et ça c'est un fait historique, l'armée française a intervenu pour bloquer l'avancée de ces rebelles. Donc il y a aussi cet aspect politique qui se cache derrière ces accords. Est-ce que dans la sous-région, vu que nous parlons des intérêts de la France dans la sous-région, le Tchad a intervenu également dans le passé pour... oui, on se souvient du Mali. Lorsque le Mali avait appelé la France de François Hollande à la rescousse parce que le pouvoir central de Bamako était menacé par des djihadistes, vous vous souvenez que le Tchad était le premier pays à répondre. Et à l'époque, il y avait même un narratif qui était très amusant parce que le chef de la diplomatie tchadienne à l'époque disait que le Tchad devait réagir promptement pour défendre un pays frère et un pays voisin. Le Mali n'est pas un pays voisin du Tchad. Donc c'était assez amusant, mais c'était déjà, ça montrait un peu cet élan d'appui. Et puis, souvenez-vous aussi dans l'actualité récente, lorsque la présence militaire française a été décriée successivement au Burkina, au Mali, puis au Niger, c'était le Tchad qui était devenu le point de chute et du matériel et des hommes qui étaient des Français qui étaient délogés de ces pays du Sahel. Alors, quel est l'historique on parle de la présence militaire au Tchad et dans le Sahel. Quel est l'historique de cette présence-là au Tchad principalement? Alors, au Tchad, ça remonte à très longtemps. Vous savez que l'orientation coloniale même qui avait été donnée au Tchad par la France était différente des autres. Des pays comme la Côte d'Ivoire, c'était une colonisation à orientation économique. Le Tchad, c'était une orientation définitivement militaire parce que à un moment donné, la colonie tchadienne était même appelée les territoires militaires du Tchad. Donc ça montrait un peu cette orientation. Et l'orientation militaire a été donnée à cette colonie du Tchad pendant si longtemps que cela est resté dans les réflexes de l'administration française et des autorités françaises de continuer à percevoir ou à organiser ce partenariat entre le Tchad et la France sous le prisme militaire et sécuritaire plutôt que sous n'importe quel autre prisme. Alors, chers téléspectateurs, nous avons prévu deux invités. Le second invité vient d'arriver sur ce plateau. Nous avons le plaisir de vous présenter Mamadou Doudé. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être là, bienvenue une fois de plus. Nous avons commencé le débat sans vous, merci de nous rejoindre. Nous allons demander vos impressions juste après cette nouvelle-là. Comment l'avez-vous accueillie? Comme tout autre Tchadien, je l'ai accueilli comme ça avec un peu de réserve parce que qu'est-ce qui stipule même le communiqué? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Est-ce que c'est une rupture vraie avec nous, notre lutte? C'est une rupture avec l'impérialisme. Nous, les panafricains. Notre lutte, c'est une rupture avec l'impérialisme. Ça n'a rien à voir avec les accords militaires? Les accords militaires y compris, ça c'est des petits ingrédients. Accords militaires, ça veut dire quoi? On peut revoir les accords militaires là, demain on peut signer un autre. Mais nous, notre lutte, c'est nous défaire totalement de l'impérialisme. Et les gens pensent que, quand nous parlons de l'impérialisme, les gens pensent que c'est seulement la France. Non, l'impérialisme, il y en a partout. Même les Arabes, c'est des impérialistes. L'impérialisme, ce sont ceux qui nous tiennent parce qu'ils ont les moyens pour nous tenir et nous faire marcher à leur volonté. Ça, ce n'est pas seulement la France. Mais maintenant, il ne faut pas négliger ça aussi. C'est quand même un pas dans notre lutte, nous les panafricains. C'est quand même un pas. Mais ailleurs, les gens, ils ont dénoncé carrément les accords.
Et il y a eu rupture. Mais ici, le communiqué ne dit pas la même chose. Mais fin à l'accord de partenariat. Justement. Mettre fin à un accord, on peut refaire un accord demain matin. Donc ça n'augure rien de bon selon vous? Bon, n'augure rien de bon, ça je ne dirais pas ça parce que là ça ira à l'encontre de beaucoup de Tchadiens qui attendent cette nouvelle. C'est un pas. Nous disons que c'est un pas. Il faut engendrer les autres. Alors, c'est un pas. Selon vous, quel est l'impact de cet impérialisme-là que vous dénoncez sur le Tchad, sur l'Afrique, la sous-région? L'impact est très large. S'il faudra expliquer ça, je pense que ça vous prendra une journée. Mais essayez de voir vous-même. Je vous donne un seul exemple. 2. Le Mali. L'aménagement, Barkhane, tous ces diablotins-là étaient là pendant plus de 10 ans. L'armée malienne n'avait même pas la moitié du Mali. À leur départ, l'armée malienne a repris Kidal. Il y a un gouverneur là-bas maintenant qui a Kidal. Kidal est maintenant dans le Mali. Ce que ceux-là n'ont pas pu faire en 10 ans, l'armée malienne a fait ça en 2 ans. C'est ça, c'est-à-dire que c'est là où leur présence n'est pas utile. Voyez le Niger. Je pense qu'il vous souviendra que le Niger est venu, quand on a connu une pénurie de carburant, le Niger nous est venu au secours. Et là, il a fallu que la France parte. Et avant-hier, le président, l'autre, Ibrahima, est parti inaugurer une usine de fabrication de tomates à Bobo. Ça, c'est des projets qui existaient au temps des Blaise. Depuis longtemps, on parlait de ça. Ça ne peut pas se passer. Il y a beaucoup de choses. Les touristes, par exemple, au Burkina aujourd'hui, les gens dorment tranquillement. Parce que c'est l'armée burkinabé elle-même qui a pris les choses en main. Malgré les attaques qui sont citées par jour? Non, mais les attaques, les siens, c'est la propagande de l'impérialisme. Quand ils étaient là, c'était plus que ça. Revenons ici chez nous. L'armée française, sa présence là. Moi, je connais comment l'armée française opère. L'armée française, avec ses avions de reconnaissance, comme le Breguet Atlantique par exemple, quand il passe, il connaît la couleur de votre téléphone. Ces Breguets-là sont partis où? Cette armée française là est partie où? Pour que cette nébuleuse-là vienne hier surprendre nos gars, nos éléments de cette manière. Elle est où? Elle sert à quoi? Alors quand vous parlez de cette nébuleuse qui surprend nos gars, vous parlez de l'attaque du lac Tchad à Barkhane? Oui. Moi je suis un ex-rebelle. À l'époque, dans la rébellion, l'armée française, elle filmait jusqu'à la boîte d'allumettes. Mais pourquoi elle ne peut pas observer Boko Haram? Pourquoi elle ne peut pas voir la progression de Boko Haram? Vous dites qu'elle en a donc les moyens. Elle a les moyens. Oui. Et encore, je vais vous poser peut-être une question. Vous connaissez le lac Tchad? Est-ce que vous connaissez le lac Tchad? Je vous pose une question. Vous connaissez le lac Tchad en tant que Tchadienne? Est-ce qu'il y a un port là-bas? Est-ce qu'il y a un port au lac Tchad? Où on peut transporter des matériels pour venir déposer au lac Tchad? Les matériels qui se retrouvent là, ça vient d'où? Ceux qui nous attaquent là, le matériel là, ça vient d'où? Donc ça vient donc en catimini selon vous? Mais justement, c'est des trucs parachutés. Parachutés par qui et par où? Alors nous allons revenir à vous avec ce sujet-là. Docteur Yamigué, 4 opérations pour 48 ans de coopération depuis donc 1976, 69. Merci. Quelles sont les retombées? Est-ce qu'on a eu une vue sur les retombées? Alors, très peu de retombées finalement, à part une certaine stabilité de certains acteurs à la tête de l'État. Et je pense que c'est ce qui apparaît comme très frustrant au fil des années. On a l'impression que cette présence militaire contribue davantage à stabiliser des régimes favorables à la France et ça donne régulièrement des arguments à ceux qui sont opposés à cette présence militaire. Mais il y a aussi des interventions à caractère social dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, qu'il ne faut pas non plus occulter. Mais la présence militaire et ses liens très forts avec la vie politique au fil de cette cinquantaine d'années de coopération est telle que cela a masqué toutes les autres opportunités que cela a offert. La présence militaire se révèle
en général en faveur de certains acteurs politiques lors de certains événements politiques, malheureusement. Malheureusement. Alors, Mamadou Doudé, est-ce que le Tchad dit évoquer une volonté de retrouver sa souveraineté? Est-ce que ça vous inspire au moins ce mot? Oui, si ceux qui le disent sont sincères, puisque le Tchad n'est pas souverain jusqu'aujourd'hui. Et à lire le communiqué, on dirait que c'est aujourd'hui que le Tchad voudrait retrouver sa souveraineté, vous pensez? S'ils sont sincères, oui, c'est possible. Eux, ils vont le faire, oui ou non, ça je ne sais pas. Mais c'est possible. C'est possible. Maintenant, ça dépend de la volonté politique. Est-ce qu'ils sont sincères dans ce qu'ils disent? Ça dépendra de la volonté politique, nous l'avons bien entendu. Nous parlions des retombées de ces 4 opérations-là, en 48 ans de coopération. Qu'est-ce que vous avez ajouté? Retombées, je ne vois aucune retombée. Aucune? Oui, aucune retombée, parce que ils n'ont semé que la désolation. Normalement, quand on signe un accord, un accord militaire avec un autre pays, il ne nous vient au secours que quand on a affaire à un autre pays. Mais toutes ces opérations-là n'ont tué que des Tchadiens. Depuis 1969, sous Tomalbaye, toutes ces opérations-là n'ont tué que des Tchadiens. Et la guerre contre la Libye, moi j'étais présent, j'ai assisté à la guerre contre la Libye. La France n'a rien fait. Tout ce qu'elle nous a amené, c'est une arme qu'on appelle Milan, pour ceux qui savent. Pardon? Pour ceux qui le savent, l'arme, oui. Oui, c'est le Milan. Milan, c'est pour stabiliser les moteurs, machin comme ça. C'est l'Amérique qui nous a envoyé quelques missiles Stinger qui nous a permis d'abattre certains avions libyens. C'est à partir de là qu'il y a eu le déclin de l'armée libyenne. Et nous sommes partis. Dans quelle guerre contre un autre pays, ou bien par exemple contre le terrorisme maintenant, la France nous a aidés à fond et on a réussi? Il n'y en a pas. Donc pour vous, il n'y a aucune retombée? Retombée là, moi je ne vois pas, parce que ça dépend de chaque Tchadien. Chacun a sa façon de voir les choses. Il y a des Tchadiens qui pensent même que c'est la France qui les a conçus dans les ventres de leur mère. Mais moi je ne vois aucune retombée. Quelle retombée? Parce que quand on parle de retombée, il doit y avoir une trace. Mais là, vous parlez de la guerre contre la Libye. Il y a eu d'autres opérations, notamment Barkhane, qui durent jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais c'est contre qui, Barkhane? Contre les djihadistes. Djihadistes où? L'opération Goma, le président Déby l'a fait seul avec les Tchadiens. Quand il a demandé l'aide aux Français, ils ont dit ils vont venir. Il a dit non, nous on a déjà la troupe. On n'a pas besoin de vous nous aider avec les moyens. Je ne sais pas s'il a envoyé quelque chose ou non. Barkhane a fait quoi? Barkhane a fait 10 ans au Mali. Les Maliens ne pouvaient pas aller à Kidal. Barkhane était même un obstacle pour que les Maliens partent à Kidal. Quand Barkhane est parti, en includé, ils sont à Kidal maintenant. Le gouvernement Gamou est à Kidal maintenant. Mais nous parlons du Tchad. C'est la même chose quand on parle de la France. C'est toute l'Afrique. Il n'y a pas de dissociation. Même si nous parlons du Tchad, c'est la même chose. Ce qui se passe aujourd'hui au Tchad, c'est ce qui s'est passé dans les 3 autres pays. Et là, lors de ma première vidéo, j'avais dit ça. J'ai dit que c'est un vent. Et personne ne peut empêcher ce vent de souffler. Et là, lorsque j'ai dit ça, c'était seulement le Mali. Et vous pensez que c'est ce vent qui est revenu au Tchad, oui, qui traverse en ce moment le Tchad? Oui, ce vent-là, mais le Tchad, personne ne peut épargner ce vent. En 1990, quand il y a eu le sommet de la Bolle, le MPS est arrivé au pouvoir là. C'est suite à ce vent de la démocratie. Siad Barre là-bas, c'est en Somalie, non? C'était un dictateur. Son pouvoir est tombé. C'était ce vent. Le mur de Berlin, c'était le même vent là. Donc ce vent-là, rien ne peut l'empêcher ici. Tout à l'heure, mon frère venait parler de la Côte d'Ivoire. Ça ira aussi en Côte d'Ivoire. Personne ne pourra l'empêcher. Personne. Là, je vous l'ai dit, vous êtes très jeune, vous allez vivre ça, même si je suis mort moi demain. Et heureusement pour moi, j'avais prédit ça. Voilà, c'est arrivé aujourd'hui au Tchad. Alors, Mamadou Doudé parle d'un vent, on parle de souveraineté, docteur. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, bien sûr, je pense qu'il a totalement raison, parce que ce qu'on observe à travers la présence militaire française dans des pays comme le Tchad, c'est un prolongement du colonialisme, c'est le néocolonialisme qui est de moins en moins accepté par la jeune génération et par une grande partie des intellectuels. Seulement, il est difficile d'aligner ce qui se passe aujourd'hui au Tchad dans ce registre. J'ai comme l'impression, et il l'a très bien dit tout à l'heure, cette décision des autorités tchadiennes semble s'aligner sur deux facteurs
immédiats. Alors le premier, c'est le rapport Bockel. Et le chef de la diplomatie française est passé ici pour communiquer aux autorités tchadiennes les nouvelles orientations que la France entend apporter à sa coopération en matière de défense et de sécurité, notamment... Mais il n'a pas eu le temps de regagner Paris que la nouvelle est tombée. Oui, mais par exemple, il était venu dire, je parlais de ces orientations, c'est par exemple réduire les effectifs des soldats français de 1000 à 300. Est-ce que ça arrange les dirigeants tchadiens? Peut-être pas. Invisibiliser la présence militaire française. Est-ce que les autorités tchadiennes en veulent? Peut-être pas. Et c'est pour ça que la situation tchadienne est radicalement différente d'une situation comme celle du Sénégal. Peut-être que cette rupture est arrivée, non pas parce que les autorités tchadiennes n'en veulent plus de la présence militaire française, mais peut-être que c'est parce qu'elles ne veulent pas d'une présence qui serait réduite comme peau de chagrin à leur défaveur. Et le deuxième facteur, je pense que c'est la prise de parole du chef de la diplomatie française sur la guerre au Soudan. Il a, de façon très nette, dit que la France invite les puissances étrangères qui soutiennent les belligérants à arrêter de mettre de l'huile sur le feu. Il a cité la Russie, il aurait pu citer les Émirats arabes unis. Et je pense que sur ce point, le chef de la diplomatie française s'est arrêté à un moment non voulu par les autorités tchadiennes, parce que le Tchad est critiqué, dénoncé par un grand nombre d'acteurs comme étant le pendant des interventions des Émirats arabes unis aux côtés des forces de soutien rapide. Et en prenant la parole de cette manière, sans apporter une précision, ce que les autorités tchadiennes ont toujours dénoncé. Et c'est pour ça que, en prenant la parole de cette manière, le chef de la diplomatie française, sans blanchir le Tchad ou sans donner des éléments qui blanchissent le Tchad, bon, ça, il n'a fait que frustrer indéfiniment les autorités tchadiennes, et je pense que c'est ce qui justifie la brutalité de cette décision. Nous allons revenir sur ce plateau avec vous, chers invités. Nous avons également baladé nos micros dans les rues de la capitale pour prendre les impressions des citoyens. Regardez ce qu'il en est. C'est inadmissible que le Tchad est un pays libre de droit, qu'un gouvernement étranger a une base militaire. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les Tchadiens, ainsi que la coopération entre le Tchad, militaire entre le Tchad et la France. Je pense que c'est inadmissible. C'est d'abord un bon acte, parce qu'on suppose que le Tchad est déjà un pays mature qui doit faire face à ses responsabilités. On n'a pas besoin de la France pour se développer en fait. Donc je suis d'avis pour ce consentement. Il est temps qu'il quitte notre pays, qu'on puisse nous assumer, essayer d'assurer notre propre sécurité, réorganiser notre armée. Et il est temps que le colonialisme prenne fin. Donc, je pense que c'est une très bonne chose pour le Tchad et que d'autres pays puissent emboîter le pas du Tchad pour dénoncer cet accord de coopération militaire qui, pour moi, n'a aucun sens et qui n'apporte que rien de bon pour le pays. Il décide aujourd'hui de mettre fin à cette coopération. Il faudrait qu'il reste sur cette décision ferme pour que cela ne change pas, ou soit revenir encore avec la base, ou soit la coopération entre la France et le Tchad. Seulement, ça ne serait pas bien. S'ils mettent fin, il faudrait qu'ils mettent fin carrément à cette coopération. Si aujourd'hui on décide de résilier l'accord, à mon avis, moi la question qui m'intéresse c'est pourquoi en ce moment, pourquoi maintenant qu'on cherche à résilier le contrat, est-ce que nous allons signer d'autres accords, est-ce que l'accord allait être modifié, ou c'est une manière de dire à la France et surtout à sa base militaire de quitter le Tchad. Donc nous attendons en tant que population à ce que les affaires étrangères tchadiennes nous édifient davantage sur cette question. Alors des citoyens qui disent être pour cette décision-là, ils sont d'accord avec la nouvelle, et qui sont également pour que la France quitte définitivement le sol tchadien, pas seulement que les militaires. Vous pensez que c'est un peu exagéré, Mamadou? Ce n'est pas exagéré. Ce n'est pas exagéré. Le problème, c'est qu'il faut se poser la question de savoir la présence de la France à nos côtés durant tout ce temps a donné quoi au Tchad.
Pratiquement rien. Pratiquement rien. Nous n'avons fait que régresser. Vous voyez, quand vous voyez les indices de développement n'importe où dans le monde, vous allez trouver toujours le Tchad parmi les 3 derniers ou les 2 derniers. C'était le cas du Niger. Mais maintenant, le Niger est où? Même à la CEDEAO, maintenant, le Niger est en train de piétiner les colosses. Parce qu'ils sont seuls. Ils sont en train de se battre seuls. Vous pensez que c'est de la faute de la France? Justement. La France, qu'est-ce qu'elle fait? Et la responsabilité ne revient-elle pas aussi aux dirigeants? Nous aussi. Mais nous c'est qui? Nous c'est qui? Comme il venait de le dire, la France, elle sait qui elle place pour lui faire son affaire. La complicité revient toujours aux dirigeants, mais ce n'est pas la population. Donc la population, elle voit ce qui l'intéresse. C'est les dirigeants qui bénéficient de la France, ce n'est pas la population. Ils ont commencé avec le premier Fed, les machines sont arrivées jusqu'au 5e Fed, machin. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi là? Pas plus tard qu'avant-hier, le conseiller de l'ambassade, il était très fâché contre moi parce que j'avais parlé de la moquerie qu'ils ont fait sur les anciens combattants là. Il me dit que nous dépensons 50 millions d'euros par an au Tchad. Mais où est l'impact de ces 50 millions? Où est l'impact de ces 50 millions? Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, il faut que ce que vous donnez à quelqu'un... Avec ces militaires-là, concernant cette coopération-là, est-ce que vous pensez qu'il y a des non-dits dans cette décision qui vient d'apparaître hier soir? Non, ça je ne peux pas penser comme ça. Je ne peux pas penser comme ça. Mais, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, ce n'est pas une décision qui est tombée comme ça. Qui est réfléchie. Voilà, elle est réfléchie et puis elle doit être même très ancienne. Et il a eu l'occasion maintenant de la déclencher surtout. Oui. Elle est plus ancienne parce que vous vous souvenez que notre président est parti une fois à la Russie rencontrer le président russe Poutine. En janvier. Et là, ça n'a pas plu aux Français. Et les Français sont des grands rancuniers, vous ne savez pas. Si les Français ont combattu Hissène Habré, ce n'est pas parce qu'il est dictateur, c'est pas non, c'est parce qu'il a tué le commandant Galopin quand il était au maquis. Ils lui ont gardé ça. Ils l'ont poursuivi jusqu'à sa tombe à Dakar. Ce sont des gens très rancuniers, les Français. Même si aujourd'hui le gouvernement tchadien n'avait pas pris cette décision de rompre l'accord ou bien de revoir l'accord, les Français, ils vont toujours nous taper dessus un jour. Alors, cher monsieur, venons-en à la grande question, qu'est-ce qui se pose aujourd'hui? Quelle sera la suite? À quoi devons-nous s'attendre après cette décision du Tchad? La suite... Techniquement parlant, avec vous. Techniquement, je ne peux pas prédire, mais comme je vous ai dit, ça dépend de la volonté. Des politiques? Oui, des politiques. Les politiques, il leur reste une arme qu'ils ont peut-être négligée. Ce qui se passe à l'AS là-bas, ce n'est pas les officiers avec leur galon, c'est le peuple. Si les autorités ici, ils veulent réussir, ils n'ont qu'à avoir le peuple avec eux. Comment avoir le peuple avec soi? Mais avoir le peuple, vous êtes journaliste, avoir le peuple avec soi. Vous savez, les gens qui ont le peuple avec eux, c'est qu'ils ne les ont pas. De votre point de vue, pourquoi le Tchad est-il important pour les intérêts de la France? Il y a d'abord la position géographique du Tchad, il y a aussi la composition de la population du Tchad. Expliquez-nous. Oui. Nous sommes au cœur de l'Afrique. Ça, c'est une réalité. Et il n'y a aucun pays ici en Afrique qui a une composition qui ressemble à celle du Tchad. Nous avons la terre elle-même. Nous avons un peu du Sahel, un peu du Sahara. Nous avons la population aussi comme celle-là. On a un peu la forêt, on a un peu aussi la population tropicale. On a un peu, nous sommes entre les deux. C'est-à-dire c'est comme le Tchad est sur la frontière entre le Sahel et la forêt tropicale. C'est l'aspect géographique et même l'aspect humain. Nous avons tout ça. À partir du Tchad, on s'intègre facilement. Vous savez, quand vous êtes au Tchad, vous allez facilement en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, sans difficulté. Donc ça permet d'avoir une vue globale. Justement. Et même pendant la guerre, ce qui nous fait mal pour nos anciens combattants, pendant la guerre mondiale, la troupe de Leclerc a quitté ici. Elle n'est pas allée directement en France. Il a fallu qu'elle casse d'abord l'Italie
Ce qui fait que le camp, on l'appelle camp Koufra. Elle a cassé d'abord l'Italie de Mussolini avant d'arriver en France. Et cette position-là, notre position, elle est stratégique pour tout le monde. N'oubliez pas surtout qu'en ce moment-là, nous sommes revenus encore comme à l'époque de la guerre froide. Il y a maintenant 2 camps qui se dessinent. Et cette guerre mondiale-là, qui est presque déjà déclenchée, là aussi demande des positionnements. Il y a cet enjeu-là aussi qu'il faut voir. Effectivement, ici dans le Sahel seulement, tout ce qui reste à la France, c'est le Tchad. Les Togo, les Côte d'Ivoire n'ont pas beaucoup d'importance comme le Tchad pour la France. Maintenant, il y a le Niger, le Burkina et le Mali. Avec le Tchad, ce sont ceux-là. Quand on veut parler de la force du Sahel, ce sont ceux-là qui sont la force du Sahel. Maintenant, la France, elle a perdu le 3. Effectivement, le Tchad, c'est un point central. Pierre Messmer, quand il a dit que Pierre Messmer a dit ça, eux, ils ne disent pas des choses comme ça. Ils font des études d'abord. Et ça, c'est une réalité.